Bienvenue à tous dans l'épisode 32 de l'Alchimie d'un roman, une série où je m'efforce de décortiquer les petites briques et les grands monuments de la littérature, de toute la littérature, car aujourd'hui nous irons nous aventurer dans les contrées lointaines de la science-fiction, avec un roman qui a fait date dans le genre, Dune de Frank Herbert. Premier roman d'une série magistrale de 6 titres, Dune est en lui-même un monument de 700 pages avec ses appendices, ses cartes et ses lexiques, au point qu'on l'a qualifié de livre-univers. Mais alors, un livre-univers est-il composé des mêmes éléments que le plus vulgaire des romans ? Oui, bien sûr, et c'est là le secret de l'alchimie. De l'eau, du style, de la terre, un terreau, de l'air, de l'imagination, et un feu pour lui donner une âme, toujours les mêmes ingrédients, mais dans des proportions différentes. Voilà où je vous invite à la recherche de la formule intime de Dune et sa planète Arrakis. Et pour commencer, levons un coin du voile et tentons de donner un aperçu du fameux monument en seulement 1 minute chrono. À l'époque de Dune, nous sommes vers les années 10 190, l'univers entier, interplanétaire, est géré par de grandes familles aristocratiques qu'on appelle les maisons du Landsraad, réunies sous l'autorité d'un empereur Padishah Shaddam IV, dont le nom fleure bon les 1001 nuits. Et des 1001 nuits, nous ne sommes pas très loin, car toute l'intrigue du roman se déroule sur la planète Arrakis, entièrement désertique, et connue aussi sous le nom de Dune. Une planète au centre de toutes les convoitises car on y cultive l'épice, une drogue unique qui est le carburant essentiel de la navigation spatiale et donc la clé de voûte de l'Empire. Et le roman commence alors que le duc Leto de la maison des Atréides est nommé gouverneur d'Arrakis. Il y déménage avec sa famille, son fils Paul et sa femme Jessica. Jessica est une Bene Gesserit, c'est-à-dire membre d'un ordre mi-magique mi-religieux qui se targue de tirer les ficelles du pouvoir et attend la venue d'un messie que Jessica reconnaît dans son propre fils Paul. Alors je vous la fais courte, à la mort de son père, Paul prend la tête de la révolte des Fremen, les hommes des sables aux yeux bleus, qui voient en lui un élu prophétique. Ensemble, et au fil des trahisons et des manipulations politiques, ils dompteront la nature sauvage d'Arrakis avec ses terribles vers géants, et ils finiront par faire tomber l'empereur et son bras droit maléfique, le baron Harkonnen. Bon, je dois bien l'avouer, mon résumé ne fait pas honneur à cet ouvrage monumental, car Dune, plus qu'un roman, est un univers entier. Inventé de toutes pièces par son auteur, c'est une structure politique, une histoire avec un grand H, un système écologique dans lequel on doit entrer avant même de s'intéresser à l'intrigue de la révolte d'Arrakis. Car oui, c'est bien là la grande difficulté que rencontre tout auteur de ce type de science-fiction. Avant toute chose, avant même de pouvoir raconter son histoire, il doit présenter son univers à son lecteur. Pire, il doit lui enseigner les règles et la logique de cet univers. Et croyez-moi, c'est difficile, parce qu'il doit en permanence naviguer entre deux écueils. D'un côté, le danger de trop expliquer et d'ennuyer son lecteur avec des expositions sans fin, et de l'autre côté, le danger de raconter son histoire trop vite dans un univers où le lecteur n'y comprendra rien. Alors comment fait Frank Herbert pour nous immerger dans son univers, mais sans nous gaver de descriptions interminables ? D'abord, il utilise le style, le langage, le vocabulaire bien choisi. Alors son premier travail est de décrire son univers exotique avec des mots nouveaux mais tellement bien choisis qu'on les comprendra sans explication. Un exemple simple, quand il nous parle de lampe ou de fauteuil à suspenseur, ça n'existe pas mais on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Idem avec la combinaison des Fremen dont le but est de récupérer l'eau de la personne qui la porte pour ne pas en gâcher une seule goutte. Herbert appelle ça un distill et c'est très bien choisi car on imagine tout de suite l'eau de vie précieuse récupérée goutte à goutte. Les Fremen eux-mêmes ont un nom exemplaire, Fremen, les hommes libres, pas besoin d'en dire plus. Autre astuce du style de Frank Herbert, ne pas trop s'éloigner de notre réalité et se contenter de colorer ce que l'on connaît déjà d'une couche d'exotisme. C'est tout bête. Par exemple, il ne parle pas d'un jour, il parle d'un jour standard. Et on comprend tout de suite qu'en l'an 10 000, définir la notion de jour pour un empire entier de planètes n'est pas une chose facile. Pas besoin d'explication et notre monde quotidien devient un monde de science-fiction. Et puis, quand il faut y aller carrément, Herbert invente forcément plein d'objets qui n'existent pas, mais il le fait à la marge, là où ça n'est pas trop important et où le lecteur pourra se permettre de passer sans comprendre. Voilà par exemple comment il décrit Gurney Halleck, un guerrier troubadour avec sa balisette à 9 cordes qui ne quittait pas son épaule, le multipique glissé entre les cordes près de la tête de touche. Qu'est-ce que c'est que ce métier bizarre ? Qu'est-ce que c'est que cette balisette ? Une arme ou un instrument de musique ? Ce n'est pas important, et même mieux, le flou maintenu autour de cet homme et de cet objet bizarre nous laisse libres d'imaginer nous-mêmes pour boucher les trous. C'est la force de la bonne science-fiction, ne pas trop expliquer et faire appel davantage à l'imagination du lecteur qu'à celle de l'auteur. Et voilà comment Frank Herbert nous enseigne en permanence son univers nouveau et créatif, mais l'air de rien et sans jamais nous ennuyer avec un cours magistral.
Et à cela, il faut ajouter un autre choix de langage de Frank Herbert qui est celui de fuir autant que possible le registre technologique. Frank Herbert est un auteur de science-fiction qui vieillit bien depuis les années 60-70, justement parce qu'il a pris garde à ne jamais trop expliquer les avancées technologiques de son futur de l'an 10 000. Il savait qu'un langage trop scientifique pourrait paraître ridicule quelques années plus tard. Oh, tout n'est pas parfait, et il nous lâche quand même une image solido à 3 dimensions par exemple, dont on se serait bien passé. Mais globalement, le reste passe très bien, car sa technologie n'est justement pas technologique. Ses ordinateurs sont remplacés par des humains, les mantas, le voyage spatial ne repose pas sur des moteurs, mais sur l'utilisation quasi mystique de l'épice. Pas besoin d'expliquer, l'imagination du lecteur s'adaptera, et c'est très bien comme ça. Bon, ok, Dune est donc une bonne science-fiction qui a su bâtir un univers cohérent, impressionnant et exotique. Mais ceci étant dit, on est en droit de se demander pourquoi Frank Herbert a écrit cette histoire. Et la première réponse qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est l'évasion. Autrement dit, il n'y aurait pas d'éléments de la Terre dans Dune. Tout y serait tellement éloigné de notre monde qu'on n'y apprendrait rien sur notre propre milieu. Pas si sûr. En effet, quand on y regarde mieux, on se rend compte que l'univers de Dune n'est pas tant exotique. Que décrit Dune ? L'histoire d'une lutte pour le pouvoir entre des grandes familles aristocratiques, un monde où l'on hérite de son trône par la voie du sang et de la bonne naissance, un monde de mariage diplomatique, un monde où règnent les bonnes vieilles valeurs de la chevalerie, de l'honneur, du devoir et du courage. Les personnages importants sont des ducs ou des barons, Jessica se fait appeler Dame Jessica et dira elle-même « Notre système est demeuré au stade féodal ». Voilà donc une vision étrange d'un futur si lointain qui en fait ressemble presque à un roman historique médiéval. D'autant plus que toute l'histoire baigne dans une ambiance très moyen-orientale. Les noms et les titres ont des consonances arabes. Les guerriers Fremen combattent pour le djihad, ils respectent le hajj et fêtent le ramadan. Et même s'il n'est jamais question d'islam, tous ces éléments nous ramènent forcément à notre propre monde. Et rapidement, on imagine Paul Atreides comme un Laurence d'Arabie parti se fondre dans la culture des hommes du désert pour faire d'eux son armée et mener à bien les intérêts de sa propre vieille culture aristocratique. Alors ainsi, Dune, au-delà du simple sentiment d'évasion, constitue une sorte de roman historique, mais basé non pas sur notre histoire réelle, mais une histoire inventée, reconstruite à partir d'un patchwork de nos grandes figures historiques. Mais la différence avec un roman historique traditionnel, c'est que comme chez Frank Herbert, tout est inventé, on est en droit de lui demander des explications sur ses messages. Comme il est libre de nous raconter ce qu'il veut et de combiner ou manipuler n'importe quels éléments de notre histoire réelle, pourquoi nous raconte-t-il justement cette histoire-là ? Un exemple au hasard. Frank Herbert, qui a la liberté de nous décrire rigoureusement la société qu'il veut, choisit de nous parler d'un monde horriblement machiste, où un guerrier gagne la possession des épouses des ennemis qu'il tue, et où les femmes les plus puissantes, les fameuses Bene Gesserit, sont reléguées au rôle cliché du pouvoir derrière le trône, les sorcières et les pythis, dont le seul horizon est d'essayer de manipuler le pouvoir détenu par les hommes. Dans un roman historique sur le Moyen-Âge, on accepterait cela comme une simple vérité historique. Mais ici, on se demande forcément pourquoi Frank Herbert nous a décrit cela sans aucune mise en perspective. Pourquoi veut-il nous montrer ces femmes-là dans cette société-là ? Alors, à ce stade de notre réflexion, on a constaté que Frank Herbert a créé un univers entier, mais pour nous raconter une histoire étrangement proche de nos romans historiques. Pourquoi ? L'élément de l'air va peut-être nous éclairer. D'abord, on est frappé en lisant Dune par sa narration entrecoupée en permanence par les pensées des personnages, au point même que ces pensées sont exprimées en italique et que chaque fois qu'un personnage dit quelque chose, Herbert y ajoute immédiatement les pensées des protagonistes qui analysent en direct ce qui vient d'être dit. On est ainsi dans la tête de tous les personnages à la fois et certaines discussions tournent au jeu d'échecs. Lors d'un banquet diplomatique chez le duc Leto, par exemple, il y a quasiment plus de pensées en italique que de dialogues réels et on suit les discussions comme un puzzle logique à essayer de deviner qui va gagner le bras de fer intellectuel. Le résultat, c'est qu'on n'éprouve aucune empathie pour aucun personnage. Notre point de vue est celui d'un scientifique qui analyserait les gestes et les pensées de tous ces gens comme les rats d'un laboratoire du jeu politique. Autre élément étrange de la narration de Dune, c'est qu'on constate, avec un peu de recul, que malgré une intrigue très compliquée d'alliance et de trahison, le fond de l'histoire, lui, est très simple, voire simpliste. Les personnages et les situations sont des archétypes. Les Harkonnen sont très méchants, l'empereur est très lâche et imbu de pouvoir, les sorcières Bene Gesserit sont très secrètes et très puissantes, les Atreides sont très humains, les Fremen sont très libres et très révoltés, Arrakis est très dangereuse, l'épice est très précieuse, etc., etc. Bref, cette histoire n'est pas un roman historique, c'est un conte, c'est une légende, c'est un mythe. Et du coup, tout devient plus clair. Les personnages désincarnés, qui restent toujours très éloignés du lecteur, ce sont des héros, des demi-dieux, des figures exemplaires.
Les situations manichéennes, les caractères immuables, les idéologies et les camps bien marqués, ce sont les archétypes que l'on attend d'une légende antique. Et du coup, on comprend aussi le sable, l'imagerie moyen-orientale et quasi biblique. On comprend le rôle archaïque des femmes et même un certain rejet de la technologie avec les mantas qui remplacent les ordinateurs par de vieux sages humains. Et voilà la clé de l'histoire. Frank Herbert voulait écrire un mythe à la grecque, mais sans les limitations de notre antiquité bien réelle. Alors il a tout inventé. Il s'est inventé un univers tout entier. Ok, mais que fait-il d'une telle liberté ? Le propre d'un mythe, c'est de porter des valeurs, une culture, c'est-à-dire une certaine vision du monde. Quelle est la vision de Frank Herbert ? D'abord, c'est une vision écologique. Il décrit un monde d'interdépendance entre les hommes et leur milieu. Il fait dire à ses personnages, un monde est la somme de ses multiples éléments, de sa population, de sa crasse, des choses vivantes, de ses lunes, de ses marais et de ses soleils. Il montre une sorte de communion mystique nécessaire entre l'homme et la nature. En avance sur son temps, il fait dire à son écologiste, le professeur Keynes, la plus haute fonction de l'écologie est la compréhension des conséquences. Et il nous montre les rapports de l'homme avec la nature dont il tire son pouvoir en exploitant l'épice comme ailleurs on exploite le pétrole. Car l'autre grand sujet de Dune, c'est bien le pouvoir des hommes dans toutes ses dimensions. Le pouvoir aristocratique, le pouvoir religieux et le pouvoir de l'argent et du commerce. Et surtout les liens complexes qui relient ces pouvoirs entre eux, ainsi que leurs limites. Quand la loi et le devoir ne font qu'un sous la religion, écrit Frank Herbert, nul n'est plus vraiment conscient, alors on est toujours un peu moins qu'un individu. Il montre l'usure du pouvoir avec des accents indéniables de la décadence de l'Empire romain qu'on retrouve chez les Harkonnen. Il montre comment le djihad sacré des Fremen finit par échapper au contrôle de Paul, pourtant d'essence quasi divine. Il montre aussi comment le pouvoir éloigne Paul de ses amis et de toute relation humaine normale. Enfin, Dune est un roman qui porte en toile de fond un message omniprésent de l'ordre des choses et du sens qui sous-tend les activités humaines. Dune, c'est en quelque sorte le contraire de l'existentialisme. Les personnages n'y sont jamais libres, les hommes et les femmes y sont tous gouvernés par un rôle, un destin, un devoir plus grand qu'eux. C'est à la fois le sang, la famille, la religion, la planète, l'épice. Et c'est en cela qu'on y retrouve un message d'ordre mystique très ancien, très antique. Un message qui justifie l'utilisation d'archétypes et le style tellement déshumanisé de Frank Herbert. Une sorte de retour au monde ordonné des légendes grecques et qui, paradoxalement, ne pouvait trouver sa place que dans un ouvrage de science-fiction. Voilà, et pour finir le tableau, j'aimerais y ajouter une touche plus personnelle. Car malgré toutes ces analyses fort savantes, je dois bien reconnaître que ce que je retiendrai finalement de Dune, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, c'est simplement son incroyable grandeur. Dune, c'est un univers entier, c'est une société, c'est une écologie, c'est une dimension qu'il est impossible de décrire en restant dans le réel. Et c'est peut-être la seule bonne raison en vérité pour laquelle Dune est un roman de science-fiction. On trouve facilement sur internet un documentaire vidéo qui raconte le projet incroyable qu'avait Alessandro Jodorowsky de faire de Dune une œuvre cinématographique, avec Salvador Dali dans le rôle de l'empereur et Orson Welles pour le baron Harkonnen sur une musique des Pink Floyd. Un délire d'ambition à la mesure de Frank Herbert, mais qui finalement n'a jamais vu le jour. Et ce n'est peut-être pas plus mal, car comme le dit Jodorowsky lui-même, son film reste un rêve, et un rêve est plus grand tant qu'il reste dans l'imagination des gens. Alors j'en suis persuadé, ce ne sont pas les messages de Dune qui en ont fait le succès, c'est sa grandeur, sa dimension, et c'est son ambition. Alors c'est fini pour aujourd'hui, et voici le moment de retourner à mes lectures et à la préparation de l'épisode numéro 33, qu'à n'en pas douter, vous attendez déjà tous. De votre côté, je vous invite à aller regarder illico tous ces magnifiques épisodes que vous auriez pu manquer. Vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube en cliquant ici. Et au passage, abonnez-vous d'abord parce que ça me fera plaisir, ensuite parce que ça vous permettra d'être prévenu à chaque sortie d'un nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, et nous pourrons même discuter ensemble. Ou alors sur mon blog, où je m'efforce de parler d'autres sujets, d'autres passions, comme par exemple les mathématiques ou le Japon. En attendant, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine fois.